Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les Manières. Pour vous rappeler un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice entre autres, et j'avais envie de créer un espace où on pourrait un petit peu parler de la vraie vie d'artiste en sortant de toutes les paillettes d'Instagram et de tout ce que ça veut dire normalement aujourd'hui dans notre société d'aller bien et d'être trop cool. Donc voilà, je voulais qu'on parle un peu de nos angoisses et de tout ce que ça peut être, parce que je trouve que ça fait du bien et que ça réunit, et voilà. Et aujourd'hui, du coup, on est avec Alexis Loison. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Plaisir. Toi, t'es un petit gars du Sud. T'en parles d'ailleurs très bien dans ton spectacle. T'es venu à Paris à 18 ans pour devenir acteur. Et étonnamment, c'est là que t'as découvert la comédie musicale où tu t'es fait un bon nom derrière. Il me semble que t'as plutôt bien réussi à relever les défis pour lesquels t'étais venu. T'as 36 ans, t'as fait beaucoup d'images, de comédie musicale comme je l'ai dit, et là aujourd'hui tu passes au théâtre, seul en scène plus précisément. Vu de l'extérieur, t'as fait un très joli parcours. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, surtout après cette présentation, cette introduction. Je me dis genre putain, ça va mieux que tout à l'heure. Là, j'ai un ego boost grâce à toi. Cadeau. Ça va très bien, merci. Je me sens bien en général et aujourd'hui ça va. Merci. Ok, très bien. Justement, là, je le disais un petit peu, tu viens de créer ton spectacle qui s'appelle Mon Skyblog. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, je veux bien. Eh bien, Mon Skyblog, c'est un seul en scène qui est considéré comme un one-man show parce que j'interprète plusieurs personnages. Et c'est un seul en scène, en fait, qui parle majoritairement de, j'ai envie de dire, mon enfance, mon adolescence, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'on parle de notre enfance, notre adolescence à tous, en essayant de choper un petit peu des petits moments de vie qui nous rassemblent un petit peu tous, et en particulier ceux qui ont grandi dans les années 2000 et qui ont vu l'avènement d'Internet, MSN, les iPods, le Skyblog. Ouais. Qui et ont donc, disparu les Skyblogs, putain. Tu sais qu'on n'a plus accès. Qui ont disparu, qui sont dans les... Comme je le dis dans mon spectacle, c'est vrai, c'est dans les archives de la Bibliothèque nationale de France. Et ils m'ont écrit. Alors, petite anecdote, je commence tout de suite. Je parle d'anecdote. Le lendemain de ma première, la BNF m'écrit en mode genre bravo pour mon Skyblog. Il y avait quelques gens de la BNF qui étaient là hier soir. Ouais. Et on vous propose de retrouver votre Skyblog et tout, alors qu'ils sont tous effacés. Et j'étais là genre, what? Incroyable. Ouais, trop mignon en vrai. Donc tu vas récupérer ton Skyblog. Donc je dis pas que je vais le rendre public parce que des souvenirs que j'ai de mon Skyblog, je suis en mode c'est pas mal qu'on le voit plus en fait mon Skyblog. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu tous ce truc en vrai, genre, et je me suis fait cette réflexion pendant que je regardais ton spectacle, je me suis dit tiens, c'est rigolo parce que pendant tout ce temps je me suis dit que j'avais envie que ce truc disparaisse, et je crois que maintenant que ça a disparu, j'ai une petite mélancolie de j'aimerais bien quand même qu'on puisse le regarder. De toute façon, on était gamins, donc on s'en fout. C'est pas très grave. Tu vois, au pire, ce que t'as mis dessus, c'est honteux. Oui, évidemment que c'est honteux, mais on était tous honteux. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. C'est en fait, tant que c'est là, c'est un peu en mode genre, je veux pas le voir. Et une fois que c'est parti, c'est comme tout, en fait. T'es un peu en mode, j'aimerais bien avoir la main quand même dessus, au cas où. Une fois tous les 10 ans. Une fois tous les 10 ans pour me rappeler que, ouais, allez. Ouais. Est-ce que ça t'a fait peur, là, cette transition de passer de la comédie musicale bon, après, de dire comédie musicale théâtre, ça me gêne un petit peu, parce que pour moi, c'est un peu on est très proches, mais c'est pas exactement le même médium, là, de faire ton seul en scène, t'es tout seul sur scène. Ça t'a fait peur ou pas ? Ouais, franchement, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié parce que je pense que j'avais une appréhension aussi du jugement, du regard des gens, de se dire genre, attends, tu restes dans la comédie musicale, c'est bien, c'est ton truc à toi. Et puis aussi que des gens puissent se dire genre, viens pas marcher sur notre plate-bande aussi, tu vois, genre l'humour c'est très spécifique, c'est très technique, c'est un vrai... c'est un art à part entière, le seul en scène, le one, et c'est vraiment avec respect que j'ai tenu à développer ce spectacle sans faire du stand-up, tu vois, sans... parce que c'est pas ça. C'est pas du tout du stand-up. Il y a des mecs qui sont hyper bons pour le stand-up. Je vais en voir du stand-up. Je vais dans des comédie clubs et tout, et il y a des mecs, c'est des snipers. Ils sont hyper bons. Et je suis capable de me dire genre, ah oui, j'ai envie de faire un spectacle marrant, mais pas ça, parce que je suis incapable de faire ça, en fait. Oui, puis c'est un truc complètement différent, parce que tout comme c'est un art à part entière, le one man et le stand-up, tout comme ces mecs-là seraient pas nécessairement des très bons acteurs pour autant.
Toi, Peut-être. c'est quand même autre chose aussi que tu fais. Enfin, tu vois, c'est la rencontre entre les deux, mais au départ, t'es acteur. Oui, alors au départ je suis acteur comme tu le dis et en fait quand j'ai développé ce spectacle je me suis dit même dans la forme de ce spectacle qu'est-ce que j'aimerais bien, à quoi j'aimerais bien rendre hommage et au-delà de toute mon expérience personnelle c'est aussi les vieux spectacles, oh là là, tiens, si m'entendais mais les spectacles avec lesquels j'ai grandi Ouais. early Y2K comme on disait, early années 2000 en mode genre les deux premiers spectacles de Gad Elmaleh. Ouais. Je crois que c'est Décalage et La vie normale. Ouais. Et tu vois, qui sont pas du tout du stand-up. Pas du tout. Le premier spectacle de Dubosc, ça, c'est vraiment des spectacles que je te cite, que j'avais genre en cassette ou en DVD Ok. et que je rayais vraiment, que je regardais Ouais, en que tu- boucle. ouais. Et je pense que ça m'a énormément influencé dans l'écriture et dans le cadre de ce spectacle. Tu vois, il y a aucun moment où ça part en stand-up, même si c'est vrai que c'est la mode aujourd'hui, Oui. elle vient des États-Unis, c'est la tendance, mais c'était pas ce que j'avais Ouais. envie de faire, quoi. Oui, puis c'est bien aussi de pas rentrer dans les clous et de faire ce qui fonctionne, mais de faire toi ce qui te parle à toi et ce qui te plaît à toi. Oui, je pense que Ok. c'est une meilleure manière de proposer une œuvre qui soit sincère, parce et qu'elle soit bonne ou pas, en fait, ça part d'une sincérité, je pense. Ouais. Là, t'as fait tes 2 premières du coup au Théâtre du Marais. Mhm. Ça t'a fait plaisir. Ça m'a grave fait plaisir. Tu t'es franchement. senti comment? Au tout début, en fait, sans trop spoiler, le spectacle, il commence par du son, de la musique et tout. Et puis, c'est vrai que j'avais beaucoup de proches dans la salle, des gens qui m'attendaient et qui... je dis que c'est des proches et des amis parce que c'est des gens qui, sans avoir lu une ligne, sans avoir vu une seconde d'extrait, sont venus et ont eu foi en ce spectacle en disant « Ouais, viens, on va voir Alexis, ça va être marrant », sans savoir du tout ce qu'ils allaient voir. Et dès les premières secondes, avec le son d'entrée de 2001 Odyssée de l'espace et tout, Ouais, tu fais une belle entrée. je fais une entrée qui est, bon, je peux le dire, elle est clairement copiée sur l'entrée de Elvis Presley à Hawaï, Ouais. et qu'il a perduré à Las Vegas et tout pendant une décennie. Et en fait, ça me faisait kiffer de faire ça. Et donc, c'est justement pendant le début de cette entrée, avant de rentrer, que j'entendais les gens et tout, genre taper dans les mains, déjà se marrer en mode genre, ah putain, il rentre comme Elvis et tout, ça va faire ça. Mais là, j'avais le cœur qui battait de fou. Ouais. Pas parce que j'avais peur de me planter, pas parce que j'avais peur de... En fait, j'avais peur de décevoir. Parce wow. que... Ouais, parce que ça fait des années qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, tu devrais te lancer, tu devrais écrire un spectacle et tout, tu devrais faire ci, faire ça. » Et puis, maintenant que je le fais, j'avais trop peur que les gens qui me disent ça depuis des années, des gens avec qui je gaulerie, tu vois, genre quand on va boire des coups et tout, et qu'ils soient un peu en mode genre « Ah, c'est pas aussi bien que quand on rigole avec j'ai ça. » pari. Ouais, c'est genre... Oh, que je m'attendais, c'est mignon. Ouais. Et en fait, ça me terrifiait. Et en entendant des rires et des réactions, je me suis dit ah bon, c'est peut-être qu'on est on est tous connectés à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que maintenant que tu as fait ces 2 représentations-là, qui du coup étaient quand même justement avec beaucoup de proches, est-ce que tu penses que tu vas avoir ce même track-là quand tu vas le jouer à Avignon, ou est-ce que tu penses qu'il va être différent? Je pense qu'il va être complètement différent. Je pense que la manière dont je vais devoir aller chercher le public et créer ce lien avec le public, il va être complètement différent si j'ai des inconnus devant moi. Parce que quand il y a quelqu'un que tu connais, que tu reconnais dans le public, tu te dis genre, je sais ce qu'il fait marrer. Je vais avoir l'œil qui frise à ce moment-là sur tel mot et tout, genre, tu t'es marré, ok, super. Là où à Avignon, s'il y a toute une salle qui me connaît pas et que je ne connais pas, on va voir si c'est bien écrit en vrai. On va voir si c'est vraiment marrant. Oui, tu vas voir à quel point Pour ça le parle coup. à tout le monde. Bah ouais. Après, moi, je te connais pas. Enfin, je te connais pas personnellement et j'ai ri. Merci. Mais, et très sincèrement. Mais je pense qu'il y a un truc. Après, je pense que je suis pile le bon public où vraiment j'ai eu ce truc. Derrière, j'ai appelé ma meilleure pote, que je connais depuis que j'ai 6 ans. Et je lui ai dit, meuf, j'ai vu un spectacle, je me suis transportée de quand on se parlait sur MSN, etc. Voilà. T'as tous ces trucs où c'est ouf comme tu traverses parfaitement bien tout ça. Et ça fait trop plaisir. Genre vraiment, ça fait trop plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci. Donc ça, déjà, c'est gagné. Après, le reste, tu verras, de l'humour et c'est... Bah, si tu me dis que tu as été transporté, franchement, c'est gagné parce que même quand moi j'ai voulu le faire, en fait, je veux pas faire moi sur MSN, je veux faire nous sur MSN. Et c'était hyper fragile à faire. C'est hyper délicat, donc ça me fait très plaisir. Comment tu l'as créé, ce seul en scène? Comment il est né? Par quelle étape tu passes pour faire un seul en scène? Il est passé par plusieurs étapes, dont une étape
un peu marrante, c'est que l'été dernier, j'étais engagé par les Camping Paradis. Et les Camping Paradis, en fait, c'est une énorme chaîne suite au succès de l'émission TV. Ouais. TV, j'ai 95 ans. Oh là là. Suite au succès au succès de la série, voilà. Qui en fait, c'est devenu une brand qui a acheté énormément de camping et qui a déposé sa marque et tout. Et en fait, ils font un concept de chaque été qui s'appelle le Paradis des stars. Ok. Donc, tu prends des célébrités, des gens un petit peu connus du public qui viennent chanter pendant 1 heure et une fois par semaine, chaque résident, chaque vacancier a droit à je sais pas, genre à Camini, au L5, tu vois, genre ce genre de personnes que tout le monde connaît. Et il y avait même Julien Lepers l'an dernier, enfin improbable, mais trop marrant. Et ils m'ont proposé de venir en mode genre, bon, on va te présenter comme le mec de Grise, le mec de La Belle et la Bête, qui a joué dans Demain nous appartient et tout. Donc, t'as 1 heure pour toi, tu fais ce que tu veux. Et moi, j'étais un peu en mode genre, ouais, mais je crois flemme de chanter pendant 1 heure. Et puis, il faut savoir, c'est un public qui, en fait, est là la semaine. Et puis, des fois, t'arrives un soir et que tu sois le magicien de la veille ou le jongleur du lendemain, ils s'en foutent. Oui, c'est pareil. Moi, je vois. C'est pareil, c'est une activité du soir. Donc, j'étais un peu en mode genre, je pense que si je chante pendant 1 heure sur des playbacks et tout, ça va, moi, m'emmerder, ça va emmerder tout le monde. Donc, j'ai commencé à écrire un truc entre chaque chanson pour essayer de les choper, pour essayer de leur parler, de faire un truc un petit peu ludique, un petit peu sympa, un petit peu marrant. Et je me suis testé comme ça. Et j'ai commencé à écrire des sketchs l'été dernier. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui prenaient, des trucs qui marchaient moins bien. Et à partir de là, je me suis dit, OK, ça marche, ça marche, ça marche. J'avais 3 gros blocs et j'en ai fait un spectacle. Les as mis ensemble. Ouais, je les ai mis ensemble. J'ai fait un début, une fin et ça, c'est le milieu. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que tu avais commencé à faire... parce que j'ai vu que tu faisais aussi des vidéos sur Instagram. C'est venu à ce moment-là ou tu le faisais déjà avant ? Je le faisais un petit peu avant. C'est venu il y a un petit peu plus d'1 an où en fait j'ai commencé à faire une vidéo qui me faisait marrer, qui était sur le bureau de mes parents avec cet ordinateur qui mettait 128 ans à s'allumer et tout. Le fameux. Et là, mes stats, elles ont explosé. Mon compte, il a explosé. La vidéo, elle a été partagée, repartagée. Et c'est surtout quand tu vois les commentaires des gens qui se taguent entre eux pendant genre, ouais, regarde Marc, c'est carrément le bureau de maman et tout, machin. Des frères et sœurs, des cousins, cousines et tout. Et là, je me dis genre, ah, mais en fait, ça parle à énormément de gens, je crois, ce genre de truc. Et j'ai continué, je l'ai alimenté tout l'été pendant que je faisais mes campings en tournée. Et donc, du coup, en fait, ça a grave pris. Je me dis genre, OK, il y a peut-être un truc là, je crois, et un truc qui me plaît surtout. J'y suis pas allé parce que ça marchait, juste je me suis dit genre, ce que je propose, ça marche, développe-le et mets-le sur scène. Ouais. Et c'est à la rentrée que j'ai appelé un théâtre au Festival d'Avignon. Quel théâtre d'ailleurs, du coup, là, tu vas jouer où ? Le théâtre Carnot. OK. Au Carnot, j'avais vu des copains et des copines jouer la saison d'avant. Et j'avais vu un autre spectacle aussi à Avignon que je cite à chaque fois, celui de Emma Beaujean. Ouais. Emma Kencheese sur Insta. Ok. Et en fait, c'était plein de poésie, c'était hyper élégant. Et quand je l'ai vu, je me suis dit genre, ah ouais, mais en fait, on peut le faire comme ça. Ça peut ne pas être du full stand-up et tout. Genre, c'est hyper drôle, c'est hyper bien écrit. Et c'est beaucoup des spectacles d'artistes féminines qui m'ont vachement touché. Emma Beaujean, Laura Felpin, Philippine Delair. C'est 3 spectacles où à chaque fois, je suis sorti en me disant genre, waouh, putain, ça m'a vraiment genre traversé le cœur. Et c'est ça, c'est ce genre de truc-là que je voulais faire. Ouais. Et donc, du coup, je me suis aussi inspiré de ça, de la forme de ce spectacle-là pour écrire un petit peu l'histoire que je voulais raconter. Et ouais, voilà. Et c'est réussi parce qu'à la fin, on se fait complètement prendre et on est très touchés. Merci. D'ailleurs. Pour revenir un peu en arrière, toi, t'es arrivé à 18 ans à Paris pour devenir acteur. Et c'est seulement là que t'as découvert la comédie musicale. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, comment ça s'est passé, le coup de foudre que t'as eu pour la comédie musicale ? Ouais, alors j'ai quand même grandi parce que ma mère c'est une fan de Travolta, c'est sa génération. Ok. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au cinéma et tout, et un jour, je sais pas, par hasard, je suis tombé sur Grease. Je connaissais Grease, je connaissais des chansons, je connaissais des trucs de quand j'étais petit parce que tu passes pas à côté.
Et un jour, je suis vraiment tombé sur le film. En regardant le film, je me suis dit, putain, mais c'est dingue, j'adore, quoi. J'étais vraiment, le lendemain, j'étais au lycée, je me prenais pour Travolta, quoi. J'adore, trop bien. Et ma mère, elle a commencé à me dire, genre, bah, si t'aimes bien John Travolta, il y a la fête du samedi soir qui passe samedi prochain et tout sur, je sais pas, je crois que c'était TMC ou W9 ou C8 et à l'époque. Et donc, j'ai regardé la fête du samedi soir, je me suis dit, putain, mais c'est qui ce gars, en fait, quoi. Et j'étais pré-ado, j'étais au collège. Et donc, du coup, depuis, j'avais développé une adoration pour John Travolta. Okay. Et donc, du coup, l'art de la comédie musicale. Un petit peu, mais en film. Et je savais que la comédie musicale existait en France. Moi, j'étais là quand Notre-Dame de Paris est sorti. J'avais 8 ans, genre. Et tu pouvais pas passer une journée sans que ça passe 3-4 fois à la radio. Enfin, c'était un délire. Mais pour moi, du coup, j'associais la comédie musicale à ce type de spectacles, qui sont des spectacles magistraux, mais vraiment, c'est des masterpieces. Roméo et Juliette, Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, Starmania, masterpiece. Vraiment, musicalement, c'est du high level, mais je me suis dit, genre, c'est des vrais chanteurs, quoi, les mecs. Ouais. C'est pas à l'américaine où tu prends un acteur qui sait chanter. Tu prends vraiment un chanteur, là, pour ce genre de spectacle-là. Oui. Enfin, Notre-Dame de Paris, ils ont tous eu des carrières de chanteurs, tu vois, Fiori, Garou, Hélène Ségara, Julie Zenati. Et en fait, moi, je m'étais dit, genre, je vais pas faire de la comédie musicale, moi, je vais être acteur, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, il y avait Le Roi Lion qui se jouait à Mogador. C'était le premier spectacle de la boîte qui est encore aujourd'hui, Stage Entertainment. Et quand ils ont amené le Roi Lion, moi, j'y suis allé un petit peu en full nostalgie Disney, parce que je suis un enfant Disney, j'ai grandi avec des Disney. Ouais. Et j'étais, mais ça m'a marqué, mais à tel point que c'était la première fois que je pleurais. Je sais pas si vous l'avez vu, Le Roi Lion. Je l'ai vu, mais c'est très lointain, j'avoue. Mais l'ouverture de la comédie musicale Le Roi Lion, t'as les animaux qui viennent et tout, ils passent par la salle. Oui, c'est vrai. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'étais en larmes. Et j'étais en train de découvrir une nouvelle émotion. Ouais. D'associer le théâtre, la scène, la musique, l'orchestre et tout. Je fais, mais c'est ça aussi. C'est ça la comédie musicale. C'est ce truc... j'ai envie de dire, attention, larger than life, mais parce que j'arrive pas à trouver une expression en français, genre ce truc lunaire comme ça, qui n'existe pas et qui existe que dans les dessins animés. Et tu vois, quand j'ai vu Le Roi Lion, ça m'a connecté tout de suite à mon enfant, à l'enfant en moi, et j'avais l'impression d'être dans mon salon, d'avoir mis la cassette du Roi Lion, la cassette j'ai dit, la cassette du Roi Lion, d'avoir fait une cabane et tout, de regarder l'ouverture et tout, et là je fais, c'est ça que je veux vivre, c'est des émotions comme ça que je veux vivre, et à partir de ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire de la comédie musicale. Trop bien. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'as quel âge ? J'ai 19 ans, je crois, ouais. Okay. 19. Et là, t'as fait quoi ? Du coup, tu t'es dit, OK, faut que je me forme, faut que j'apprenne à chanter, faut que j'apprenne à danser, Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Grosso modo, ouais. J'avais 18 ans parce que je venais d'arriver à Paris. Et moi, j'étais en full, juste cursus théâtre, cinéma et tout. Et je commençais à tourner dans des téléfilms, dans des courts-métrages aussi, dans des séries. Et à partir de là, c'est là que j'ai découvert quand même que tu peux pas, genre, en claquant des doigts, te dire, tiens, j'ai envie de faire de la comédie musicale. Bah non, parce que t'as des vrais chanteurs, des vrais danseurs. Oui. Et malheureusement, il faut que t'aies le niveau. Et pour le coup, un truc que j'aime bien, c'est parce que c'est un art typiquement anglo-saxon. C'est vraiment, faut bosser, quoi. Faut bosser. Oui, ça, t'as pas le choix. Oui. Tu peux pas faker le truc. Et c'est à coup de cours de danse, de cours de chant, hyper intensif, parce que j'étais au cours Florent, il y avait une section comédie musicale et le directeur de la section, Michel Durand, m'avait dit genre, bah ouais, c'est bien, tu peux le faire, t'as tout pour le faire, mais il faut vraiment que tu bosses, quoi. Ouais. Et parce que la première année où je suis arrivé au cours Florent, le spectacle de fin d'année, c'était Grease. Et ça t'a vraiment suivi, c'est un truc de ouf. Suivi, ça. Ça fait vraiment partie de toi, c'est dingue. Ouais. Grease et La Belle et la Bête, ça m'a suivi toute ma vie. Et pour le coup, ben, je m'étais dit genre, tiens, j'aimerais bien faire Grease. Et le prof, il m'avait dit genre, c'est vrai que tu ressembles un peu à Travolta quand il était jeune. Et je dis, bah ouais, j'aimerais bien faire le rôle de Danny et tout. Il me dit, si tu veux faire le rôle de Danny, il faut apprendre à vraiment chanter, danser, parce que t'as toute l'école qui te regarde à la fin de l'année. T'as tous les cours Florent. Moi, je suis ok, d'accord. Je m'étais buté et tout. Et j'avais fait un truc qui, quand je le regarde aujourd'hui, je préfère même pas finir la vidéo tellement c'est affreux. Oui, c'est normal, c'est l'école. C'est l'école, mais j'avais pris ça vraiment avec sérieux et surtout, j'avais pris un plaisir dingue. C'est surtout ça, quoi. Ça me faisait plaisir. Et est-ce que ça a été 100% plaisir face à la difficulté de la chose, ou est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, oh putain, qu'est-ce que je fais ? J'ai eu des moments où je me disais, oh putain, qu'est-ce que je fais ?
Surtout quand tu tombes face à des élèves dans ta classe qui sont meilleurs que toi, clairement. T'as des meilleurs chanteurs, t'as des meilleurs danseurs, et tu te dis genre, bon, qu'est-ce que je fais? Je peux pas compter genre juste sur le fait, tu peux pas jouer la mignonnerie, tu peux pas compter sur une potentielle belle gueule. Non, en fait, tu chantes mal. C'est comme ça. Il faut être bon, t'as pas le choix. Faut être bon, faut apprendre à le faire, quoi. Trop bien. Et donc, ouais, j'ai eu des gros moments de doute, surtout cette année-là où tout le monde était en mode genre, écoute, c'est pas mal, c'est un peu faux là, tu vois, c'est pas vraiment. Et tu comprends pas ce que t'entends au début parce que t'es un peu en mode genre, bon, j'ai l'impression que je chante bien. Puis après, tu te regardes, tu t'écoutes et tout, tu fais genre, oh, je suis nul. Et t'es obligé de bosser pour au bout d'un moment te dire genre, ok, là, je pense que je suis pas à côté de la plaque. T'as réussi à ça là maintenant, parce que tu t'es obligé du coup. Attends, comment je formule cette question? Je trouve que c'est très difficile en tant qu'actrice de se trouver bon. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, quand tu regardes des captations où tu chantes, tu danses, tu joues, justement à être objectif, à prendre le recul, à regarder, à te dire ok, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, tu vois, être satisfait de ce que tu fais, à voir ce que tu peux améliorer, mais en étant très conscient de ce que tu réussis à bien faire? Oui, parce que si je suis conscient de ce que je ne sais pas faire et ce que je rate sur scène, il faut que je sois conscient aussi de ce que j'arrive à faire. Et c'est pas parce que je peux voir un truc où je me dis genre ok, là ça passe, mais jamais je me dis genre putain, je date ça. Jamais. Oui. Jamais. C'est pas que c'est impossible, c'est que je me dis genre ok, je pense que là c'est bien, c'est correct. Ça fait le job. Parce que sinon, en fait, tu vas jamais encore chercher plus loin et tu dois faire ça. Tu dois faire ça pour et le public et pour toi, pour continuer à proposer des choses, surtout quand en fait tu fais un spectacle tous les soirs et que si tu commences à faire la même chose tous les soirs, en fait, le public va pas s'en rendre compte parce que c'est pas le même tous les soirs, mais toi tu vas pas t'en rendre compte, tu vas commencer à rentrer dans une routine et être moins bon, avoir moins de spontanéité. Il faut jamais oublier que il y a des gens dans la salle, ils viennent te voir pour la première fois. Ils viennent, ils ont pris leur train, probablement un hôtel, et des fois ça m'a souvent frappé de voir des gens à la sortie du spectacle de Grease, La Belle et la Bête, qui viennent en famille, ils sont 4, 5, et ils te disent genre nous on vient de Rennes. On a pris le week-end, on est à l'hôtel, on a mangé au resto. Et tu sais, tu fais genre, waouh, pour les darons, c'est genre, c'est un billet de 1000 balles le week-end. Ouais. Putain. Et eux, ils se foutent de savoir si t'es fatigué, si tu. Non, oui, t'es bon, c'est tout. et tu dois leur faire le show avec autant de spontanéité que si c'était la première fois que tu le faisais. Parce que eux, c'est la première fois qu'ils le voient. Et parce que moi, je me compare à si je vais à New York ou à Londres et je vais voir un show. Moi, si je vais voir, je sais pas, Wicked ou Billy Elliot, je m'en fous qu'en fait le mec ou la nana s'est pris la tête avec son copain la veille ou le jour même. Je m'en fous. En fait, moi, j'ai payé 100 pounds ma place. Tu me fais le show. Oui, t'as envie de. Et ça a été un switch à un moment. C'est quelque chose que t'as compris. T'as eu un déclic où tu as compris ça, ou ça a toujours été en toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? De quoi donc? Ce truc, cette rigueur de comprendre que quoi qu'il arrive, faut toujours que tu sois bon. Oui, cette rigueur, je pense que je l'ai de la part de mes parents qui n'ont pas prôné une méritocratie, mais en fait qui, malgré eux, en fait, l'ont toujours un peu inculqué. Et parce qu'ils sont médecins et chirurgiens. Okay. Et donc, en fait, ce qui implique des années d'études. Tu t'en doutes, même après le bac, c'est genre 10-12 ans, t'es interne, mais t'arrêtes d'être interne au bout de 8-10 ans. Enfin, c'est délirant, les études de médecine. Et quand t'en as un dans la famille qui dit genre, moi, je veux être acteur. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? mais acteur avec combien de découvertes, quoi. Tu vois, du coup, ils sont un peu en mode genre... Et en fait, je les ai toujours adorés pour ça, vraiment. Mes parents, ils m'ont jamais mis le doute. Ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais pour être heureux. Et la meilleure manière pour moi de les remercier de ça, c'était de faire les choses avec sérieux, de faire les choses avec rigueur et leur montrer que je prenais ça vraiment, vraiment au sérieux. Oui. Et très vite, avoir un contrat, être intermittent, être indépendant. Tu as très vite réussi, toi, à être indépendant, être intermittent? Ouais, j'ai eu beaucoup de bol pour ça. C'est-à-dire, j'ai fini l'école, j'ai passé un casting pour la comédie musicale Footloose. Ouais. C'était 2010, 2011. Et tout de suite, en fait, tu tombes sur un contrat qui fait 3-4 mois, tu fais tes heures et puis après... Incroyable, génial.
Ah bah, c'était génial. C'est la première fois que j'avais un salaire et du coup, j'étais là, genre, yes. Mais bon, évidemment, c'était pas grand-chose, mais j'étais genre juste content de dire à mes parents, genre, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est fait. Je peux payer mon abonnement. En dehors de la question financière, ils t'ont toujours soutenu, tes parents? Ouais. Par rapport à ça, oui, ça n'a jamais été un combat, Oui. t'as jamais eu à... Non, pas du tout. C'est pour ça que tu vois, c'était important, si je regroupe avec mon Skyblog, de rendre aussi hommage à l'enfance formidable qu'ils m'ont offert, quoi. J'ai la chance de ne pas avoir de traumatisme. J'écoute beaucoup les gens qui me parlent de leur enfance difficile et tout, et je suis plein d'empathie parce que moi, j'ai l'impression de culpabiliser d'avoir eu une enfance presque merveilleuse, tu vois, de me dire genre waouh, j'ai de la chance, donc il faut autant écrire un spectacle autour de ça et donner une ode à l'enfance, à la famille, et remercier mes parents. Je l'ai pas fait pour eux, mais quelque part un petit peu si, parce que voilà, c'était important pour moi qu'ils le sachent, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour avec le cinéma? Mon premier amour avec le cinéma, ouais, je pense que ouais. Et là, il faut que je te réponde, parce que si je te dis oui, si tu me dis juste oui, c'est cool, mais voilà, après, ça peut être très intime et tu peux ne pas avoir envie de nous raconter, ce serait dommage, mais pourquoi pas? Ouais, je m'en souviens, mais j'ai pas trop envie qu'on en parle. Je vais le garder pour moi, ok. Mon premier amour avec le cinéma, eh bien, c'était, je crois, la première fois que je suis allé au cinéma. J'étais trop petit pour aller au cinéma, mais j'en ai un souvenir, je sais pas, tu sais, quand t'es très petit, c'est comme si les souvenirs, c'est pas des vidéos, c'est des photos, c'est juste des images. Et c'est quand mes parents m'ont emmené voir La Belle et la Bête, le dessin animé. Oh, waouh! Au cinéma. Ouais, j'ai un souvenir, genre, juste devant le cinéma, genre, juste l'affiche du cinéma. Et je pense que j'étais trop petit pour me rappeler du film, de toute façon. Mais ouais, ça, c'est mon tout premier souvenir de cinéma. Et puis après, en grandissant, moi, j'ai développé, dans les années 90, une obsession pour Jim Carrey. Et genre, dès que je regardais, genre, The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura et tout. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs vraiment de cinéma où je rigolais devant The Mask, genre. C'est ça qui t'a donné envie de faire du cinéma, toi, ou pas? Ça qui m'a donné envie d'être acteur, ouais. C'est Jim Carrey, ouais. Ok. Dès que j'ai compris qu'en fait, genre, ce qu'il faisait, ce gars-là, en fait, c'était un métier et qu'on pouvait le faire nous aussi, je me suis dit genre, ah tiens, cool, ben j'aimerais bien faire ça, ouais. Et c'était ma première idole, Jim Carrey, ouais. Merveilleux. J'aime beaucoup ce personnage en plus, Jim Carrey, parce que au-delà de tout ce qu'il fait, en plus il y a beaucoup de profondeur chez lui, et je trouve que c'est un acteur qui fait du bien même dans ce qu'il raconte, et qui est mais bien sûr aussi, qui est d'une humanité et d'une sensibilité folle. Grave. C'est une très bonne métaphore du masque, etc. Enfin, j'adore ce mec. Oui, et c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que en fait c'est un mec qui au-delà de son aspect comique, et genre, tu parles du masque et tout, en fait il y a une immense poésie qui se cache derrière, et des fois on se dit pourquoi on aime tant Jim Carrey, c'est parce qu'en fait on capte même pas que il y a toute cette tendresse. C'est ça qu'il y a derrière. Il n'y a pas que des grimaces, en fait les grimaces elles cachent quelque chose, et je pense qu'on est tous inconsciemment sensibles à ça, et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Bah ouais. Et il racontait une fois, je fais une parenthèse très rapide, tu peux. sa première rencontre avec Michel Gondry, pour qui il a fait Eternal Sunshine. C'est merveilleux. C'est le haut du panier, quoi. Ouais. C'est un de mes films préférés, ultimes. Ah, mais ce film, il est dingue, et de voir Jim Carrey dedans, et que tu te dis pourquoi Gondry est allé chercher Jim Carrey. Est-ce que c'est une décision de studio? Est-ce que c'est une décision de vendeur interne? Non, je pense que c'est Michel Gondry qui est allé le chercher. Et Jim Carrey racontait que la première fois qu'ils se rencontrent et tout, Michel Gondry lui dit en anglais qu'il y a quelque chose de brisé en toi qui me plaît énormément et tout. Et on est au début des années 2000, tu vois, il n'a pas encore fait il s'est pas outé sur sa dépression et tout. Et donc j'ai trouvé ça genre génial, parce qu'il était encore en train de faire des comédies, mais t'as un gars qui est arrivé en mode... Ouais, qui a regardé, qui a fait de toi. Je pense que t'es brisé à l'intérieur, et c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Et c'est magnifique, ce genre de rencontre, parce que ça donne un film comme Eternal Sunshine. Ouais, qui est sublimissime. J'adore ce film. Et est-ce que tu te souviens, toi, du jour où tu as décidé d'en faire ton métier? Parce que du coup, Jim Carrey t'a donné envie d'en faire un métier, mais est-ce que tu sais vraiment le jour où tu t'es dit « Ok, je vais faire ça, je vais prendre ce risque ». Je me souviens pas du jour où je me suis dit que j'allais en faire mon métier, mais je crois que, très sincèrement, à partir du moment où j'ai compris que c'était un métier... volontairement, j'ai pas cherché un autre métier. Oui, t'as fait dans ma tête, ouais. J'ai toujours dit à mes parents, genre, je veux être acteur. Je pense qu'en tant que parent, il y a toujours un moment où tu te dis, bon,
Ça va lui passer. Exactement. Il va faire, comment ça s'appelle, la journée des rencontres au lycée. Il va faire un truc comme ça. Il va se dire, ah tiens, je vais aller dans telle ou telle branche. Et puis non, moi, j'ai carrément fait un bac littéraire parce que je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose d'artistique. Je veux rester là-dedans. Et voilà, j'ai jamais cherché quoi que ce soit d'autre. Et t'as quand même quitté le Sud pour faire ça. Est-ce que t'as eu peur de le faire ? En vrai, c'était pas facile de quitter le Sud parce que j'avais fait un stage d'intégration au cours Florent, donc c'était en mode, c'était 10 jours, 2 semaines de stage au cours Florent. Et vivre à Paris pendant 2 semaines, c'était un peu genre, wow, enfin, quand tu viens d'un tout petit village dans le sud de la France, c'est intense. Hyper intense. Surtout quand t'es tout seul. Autant quand tu viens en touriste avec tes parents, c'est autre chose. Mais là, j'étais tout seul et je me suis dit, genre, est-ce que je vais me faire à cette vie ? Et puis, il y avait un truc de pas le choix de toute façon. Pas le choix. Si je veux vraiment avoir toutes les opportunités nécessaires pour faire ça, je crois que je suis obligé d'être à Paris. Donc, c'était dur. Ma famille me manquait énormément. J'y retournais énormément au début jusqu'à ce que j'ai commencé vraiment à bosser. Oui, et du coup... Et dans ces périodes-là, où c'était dur, justement, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit stop, je rentre, j'arrête, c'est trop dur. Est-ce que tu as douté ? Est-ce que tu as eu comme ça des pulsions de... Non, j'ai jamais douté. J'ai eu cette chance-là parce que j'étais toujours bien entouré. En fait, on était un groupe de copains au cours Florent et en fait, on se soutenait les uns les autres, on s'épaulait. Et puis, très vite, en fait, j'ai étudié la comédie musicale. Et en fait, le fait d'étudier la comédie musicale, t'es un peu en mode genre, même si j'ai pas de contrat, je dois apprendre à danser, je dois apprendre à chanter. Tant que j'ai pas le niveau, c'est normal si je bosse pas, c'est parce que j'ai pas encore le niveau, tu vois. Et donc, il y a pas ce truc de, j'arrive à Paris, merde, je passe pas assez de casting. C'est pas grave, j'étais à l'école et je bossais tout le temps à l'école. Ouais, juste tu bossais comme un malade et tu savais que du coup, ça allait arriver au moment où tu serais prêt, quoi. Exactement. Et tant que mon prof me disait pas genre, c'est bon, t'as le niveau, j'étais là, ok, je continue. Donc, j'ai pas eu, en fait, j'ai même pas pensé. J'étais tellement à fond sur les exercices de danse, de chant, améliorer mon niveau, et puis les spectacles de fin d'année. Mine de rien, ça a l'air de rien comme ça, mais tu sais, tu te mets une target et il te dit, bon, à la fin de l'année, on fait Chicago. Ouais. Et tu fais genre, ah ouais, ok, d'accord, donc il faut que j'apprenne cette choré et tout. Et tu te concentres tellement là-dessus que tu as l'impression d'avoir réussi un casting, tu as l'impression de bosser parce que tu fais le spectacle de fin d'année, tu vois. Donc, tu t'as pas l'impression d'être loin du milieu professionnel. Donc, ça m'a maintenu dans une dynamique et la chance aussi de pouvoir choper un rôle en sortant de l'école. Oui, ça, c'est que tu as eu la chance que ça aille très vite. Ouais, j'ai eu la chance que ça aille très vite dans le sens où, en fait, j'ai passé un casting où il y avait un rôle qui me correspondait parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça, tu peux être le meilleur de ta promo, mais s'il n'y a rien pour toi, il n'y a rien pour toi, en fait. C'est ça qui est terrible. Et est-ce que, parce que du coup, là, quand on en parle, on a l'impression que ça a été, genre, je schématise, un long fleuve tranquille, dans le sens où ça a été, c'est pas tranquille parce que c'est beaucoup de travail et tout, mais que ça s'est juste merveilleusement bien passé et que tout était très aligné. Ça a été comme ça tout du long jusqu'à maintenant, ou est-ce que tu as eu des moments où, à l'inverse, tu as traversé le désert et ça a été très dur ? Ah non, il y a des moments où j'ai grave traversé le désert. Mais c'était pas vraiment un désert, t'avais quelques flaques quand même, tu vois, genre et ça n'a rien de péjoratif parce que en fait ce serait renier les petits contrats que j'ai faits et qui étaient toujours géniaux à faire. Ouais. En vrai, quand j'ai fait Footloose, après que ça se soit arrêté, j'ai pas eu grand chose pendant genre bien une bonne année et demie, voire 2 ans, et c'était assez complexe. Alors j'ai enchaîné des spectacles familiaux, des trucs hyper cool. Qu'est-ce que tu entends par spectacles familiaux ? Des spectacles jeune public. Ok, d'accord. Okay. Des spectacles pour enfants, quoi. Oui. Et en fait, qui sont la meilleure planque pour faire ses heures et pour prendre l'habitude tu fais tes heures, mais tu sais, c'est ce genre de jauge où tu es obligé de faire 3 voire 4 spectacles pour faire un cachet. Parce que la recette elle est telle que, et j'étais là alors ok, j'accepte, je fais 3 spectacles, c'est des petits spectacles de 1 heure, c'est marrant, les autres ils sont dans la même situation que moi, et on se marre, on va boire une bière après, mais on se marre, et puis c'est formateur les spectacles pour enfants. Oui. Et pendant une longue saison j'ai fait ça jusqu'à ce qu'ils annoncent le casting de La Belle et la Bête.
Mais ouais, j'ai fait plein de spectacles et je le renie pas du tout parce que les gens autour de moi étaient géniaux, hyper talentueux. Ouais. Et je me suis éclaté, vraiment. Trop bien. Et t'es quelqu'un d'anxieux, toi? Ouais, de fou. Ouais. Comment elle se traduit ton anxiété et comment tu la gères? C'est tant que je la gère. T'as l'air de la gérer. Mais... Là, parce que là, je fake un peu le truc en mode genre, ça c'est cool et tout. Il y a juste le micro qui tombe, mais bon, c'est pas grave. Non. Rien que ça, t'étais très calme. En vrai, ça va. Non, mon anxiété, je sais pas comment je la gère. Des fois, j'ai un peu l'impression. En fait, j'accumule. Je pense que j'accumule. Je me rends même pas compte que j'accumule. Et ensuite, le moindre truc, je me rends même pas compte que ça fait déborder. Et j'ai l'impression de pouvoir me noyer dans un verre d'eau. Et j'essaye de me calmer. Mon anxiété, je la gère en payant une psy 80 balles par mois. Non, je déconne. Mais... 80 balles par mois, c'est pas cher pour une psy. Parce que je fais qu'une séance, c'est pour ça. Mais ouais, j'essaye de la mettre dans de l'art. J'essaye de compenser en m'échappant, en allant voir des spectacles, en allant au cinéma, en me disant bon allez, c'est pas grave, le monde il est ce qu'il est. Et je sais pas comment je la gère, mon anxiété. Je fais du sport, bah voilà. Ok, ouais. Je fais énormément de sport, ouais. Okay. Cette anxiété-là, elle est déjà arrivée à des moments où tu devais jouer, où tu devais avoir des représentations, ou c'est quand t'es chez toi tout seul et que t'as le temps de réfléchir à ce que tu fais de ta vie? Tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être paralysé par l'anxiété sur scène, en tournage, dans ton... Ou est-ce que c'est ailleurs que ça se place? Non, pas pendant le travail. Jamais en tournage, jamais sur scène, parce que je pense que l'anxiété, elle arrive justement parce que c'est des moments où tu travailles pas. Ouais. Et c'est parce que tu travailles pas. Et donc, du coup, quand tu travailles pas, tu as le temps de réfléchir au fait que tu travailles pas. Et comme c'est un métier où, en fait, tout repose sur nous, ouais. En fait, tu te remets forcément toi en question en disant genre, mais si je travaille pas, c'est parce que je suis pas bon, je suis nul. C'est pas bien ce que je fais. Les gens, ils me veulent plus. J'ai plus de talent, j'ai plus rien du tout. Et donc, forcément, tu te remets complètement en question et tu essayes si t'es bien entouré, tu essayes d'appeler des amis, de la famille, de créer, toi, de ton côté, en étant... Je trouve qu'en fait, pour ça, on est une génération assez formidable parce que les réseaux sociaux, ça peut être pourri pour beaucoup de choses, mais ça peut être absolument génial. Moi, je vois des gens hyper créatifs sur les réseaux sociaux, ouais. Que ce soit des vidéos marrantes, des vidéos de sensibilisation, des podcasts, du journalisme. Je trouve que on a le temps et on a plein d'outils pour laisser libre recours à notre création. Et je pense que c'est le meilleur moyen de mettre à bas notre anxiété. Ok. Et ça a toujours été là ou tu as eu besoin de l'apprendre au fur et à mesure? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que quand tu étais jeune déjà, quand tu étais jeune, je dis pas que tu ne l'es plus, mais quand tu venais de commencer, quand tu avais des moments d'anxiété, tu as tout de suite réussi à te dire ok, là déjà je vais demander à mes proches d'être là, je vais en profiter pour créer, je vais en profiter pour me mettre ailleurs, ou est-ce que ça c'est à force de te laisser un peu prendre par l'anxiété que c'est venu? Non, je pense qu'en fait, au départ, quand je suis arrivé à Paris, déjà, je ne savais pas ce que c'était l'anxiété, parce que tu te dis, quand tu dépasses pas 20 ans, tu te dis, c'est pas grave, je suis jeune, j'ai le temps. Et mon anxiété, elle vient avec l'angoisse du temps. Et je pense que c'est un truc qu'on m'a toujours répété et qui est vrai, en tout cas, qui m'a touché. Le temps qui passe, ça me rend... c'est hyper anxiogène. Okay. Parce que en fait, comme il est particulier le métier qu'on fait, le métier d'acteur, parce que tu te vois, tu te regardes, c'est toi, tu vends ta personne, ton corps, ton âme. Enfin, attention, on s'entend, mais tu vends qui tu es. Et quand tu te vois vieillir, tu te dis genre, attends, est-ce qu'on va toujours me vouloir alors que j'ai plus la gueule que j'avais quand j'avais 20 ans. Bon, j'essaye de me transformer différemment. Ouais. Et c'est à partir du moment où tu comprends que tu peux te transformer de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur que tu commences vraiment à chiller par rapport à ça. Et le Covid, ça a été terrible pour ça. Ça a été terrible. C'est horrible, le Covid. J'ai l'impression qu'on a fait une dépression générale. Mais bien sûr. Et puis en plus, tu sais, quand les gouvernements utilisent des... C'était pas déconnant ce qu'ils disaient en plus, tu vois, genre en barricadant les coins culture des Leclerc, des trucs comme ça, en mode genre c'est pas essentiel.
C'est genre juste la formulation du truc. C'est genre, en fait, tu te rends pas compte que t'es en train de dire que moi, ma personne, elle est pas essentielle. C'est pas mon art, c'est genre juste moi. Mais mon art et moi, c'est la même chose. Et c'est tout ce que j'ai, en fait. Donc... Tout ce que j'ai, c'est tout ce que je suis, surtout. Ouais. Et puis, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'était essentiel et que c'est une des choses Bien sûr. qui a manqué à beaucoup de personnes. Même si je comprends, encore, quand tu dis que c'est pas déconnant, genre, je comprends ce qui s'est passé à ce moment-là. Et qu'il y avait une réalité très tangible qui était on comprenait rien, ce virus, et fallait pas que les gens touchent à des choses, etc. Mais je pense que certaines des dépressions auraient pu être évitées si justement ces coins-là n'avaient pas été fermés. Exactement. Exactement. Avec le recul et a posteriori, tu te dis forcément, bah oui, mais c'est ça qui nous manquait à tous. C'était le fait de se voir, de vivre de la culture. Et je pense que c'est une leçon qu'ils en ont tous tiré, tu vois. Mais pour le coup, ouais, le Covid, c'était absolument affreux pour ça. Et c'est pendant le Covid que j'ai décidé aussi de lancer une boîte de production parce que je me dis, genre, en fait, je peux pas attendre comme ça. Je peux pas. Moi, j'avais l'impression d'être un lion en cage. Même si c'était le cas pour tout le monde, j'avais l'impression de me dire, genre, OK, en fait, faut que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Et j'avais l'impression de m'enterrer, de me scléroser, quoi. Et c'est quoi ta boîte de prod ? C'est une boîte de production qui s'appelle Naria Productions. Ouais. Ça, c'est la maison mère. Et le label cinéma, c'est un label commercial qui s'appelle Marcel Film. Marcel, parce que c'est le nom de mon papy. Oh, trop bien. Je suis très cliente de ce genre de choses, pardon. Mais c'est lui qui m'emmenait tout le temps au cinéma. Et tous les films d'enfance que j'ai vus, c'est parce que j'allais en vacances chez mon papy et mamie, et tous les jours, mon papy, à l'heure de la sieste, hein, ouais. Pas con mon papy, hein. À un moment, genre, on va à la séance de 14h30, comme ça, lui, il était comme ça. Et moi, je regardais, et j'avais le droit de choisir n'importe quel film tous les jours, et tous les jours, on allait au cinéma. Tu produis beaucoup de choses avec ça, ou c'est juste toi tes films à toi, d'autres films d'autres personnes? Qu'est-ce que tu... Je savais pas du tout que tu avais une boîte de prod, pour être tout à fait honnête. Okay. Non, voilà. T'inquiète, c'est aucun souci. Non, ça s'est développé à un moment donné où je travaillais avec une réalisatrice avec qui je faisais pas mal de courts-métrages, et puis on voulait faire un court-métrage d'horreur qui s'appelle Louis es-tu, et qui est une allégorie du Chaperon Rouge, mais qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Wow. Et le scénar qu'elle avait pondu, moi j'avais trouvé ça genre brillant, je voulais le faire. Avec ma partenaire de scène de l'époque, Alizé Lalande, avec qui je faisais Grise. Et on s'était dit genre, ah ouais, mais ce serait trop bien si toi tu faisais tel rôle, moi je faisais tel rôle, et que Julie, elle le réalisait. Mais faut de l'argent, faut un cadre, faut une boîte. Et j'ai rencontré deux associés qui s'appellent Patrick Raoux et Bruno Amic, et qui, eux, sont entrepreneurs dans d'autres secteurs et qui voulaient intervenir dans la culture. Et c'est comme ça qu'on a créé Naria Productions / Marcel Film pour des spectacles musicaux, pour du cinéma. Et depuis cette aventure, depuis 2021, trop bien. Elle perdure, ouais. Et on a fait 4 comédies musicales. Je vais t'aimer, Merlin, le concert de Grise, Monte Cristo récemment, et Louis es-tu en film, et Gueule Noire, un autre film d'horreur qui est sorti en 2020. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Trop bien, bravo. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça te donne aussi un équilibre là d'avoir cette autre casquette? Tu es fou. Ça te sécurise un peu? Ouais, de fou. Ça me sécurise de fou dans le sens où, en fait, c'est surtout après avoir fait Grise et La Belle et la Bête, c'était un petit peu genre mes 2 rêves d'enfance, de faire ces 2 comédies musicales. Et j'étais un peu en mode genre, je sais pas ce que je pourrais faire de mieux, entre guillemets, après, parce que je vais forcément être déçu, parce que c'est pas comme Grise, quoi. C'était mon truc de cœur à faire. Et après, je me suis dit, genre, dans mon goal, dans mon ambition, j'aimerais bien faire un truc que je crée moi, en fait. Et c'est en ça que j'ai voulu ouvrir ma boîte de production, ce qui me permet de lutter contre mon anxiété, d'attendre des rôles, d'attendre des appels, d'attendre des castings, des réponses. Ça, c'est un truc que je veux plus vivre, en fait. Et je continue mon métier d'acteur, mais en fait, j'ai envie de décider, moi, de mon rythme. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, c'est un peu la liberté ultime, parce que là, t'as les deux, du coup. T'as celui où tu dépends des autres, et t'as celui où tu deviens toi le moteur et le maître de quelque chose. Exactement. Et du coup, t'es plus dans cette position d'être juste en mode « aimez-moi ». Ouais. T'as un truc, je trouve que ça, c'est trop dur dans le métier d'acteur, c'est que tu dépends de l'autre. Du coup, quoi que tu fasses, tu dépends du désir des autres. Je trouve que ça rend dingue. Ça. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai même pas voulu être réalisateur ou auteur, parce qu'en fait, tu dépends d'un producteur. Et moi, j'ai voulu être
non pas à la tête par désir de pouvoir, tu vois. C'est juste de me dire, en fait, j'ai envie de créer, par exemple, un film comme ça. Je pense que ce réal, il serait hyper bon avec ce chef-op, cette première assistante, ce monteur, et de créer une équipe et en fait d'avoir une vision et de travailler avec des gens que j'admire, dont j'admire le travail et dont j'ai pas envie de faire le métier. C'est hyper important. Je pense que ça va tant que t'as pas envie de faire le métier de l'autre. Oui. J'ai pas du tout envie de faire un plan de travail en tant que réalisateur. Pas du tout. J'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de parler au chef électro pour décider de la lumière et tout. Pas du tout envie de faire ça. Mais j'aime bien, une fois que c'est fait, arriver derrière le combo et dire genre, vous voulez pas faire un petit peu plus comme ça? Ça, j'aime bien. Ouais. Et c'est pas en mode inspecteur des travaux finis. C'est genre. Oui, c'est dans la collaboration globale. Dans la collaboration, il y a une vision et je respecte le travail de tout le monde et j'écoute les propals et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Ça me permet de travailler avec des gens extrêmement talentueux. C'est trop bien. T'as quel rapport, toi, aux réseaux sociaux? Hyper toxique, comme tout le monde. Ben, je pense comme beaucoup, pas tous, hein, parce que je connais vraiment des acteurs qui prom dog s'en tapent complètement. Ils n'ont pas besoin de ça. Et tout est dit dans cette phrase, ils n'ont pas besoin de ça. Je pense que tu entretiens un rapport un peu malsain avec les réseaux sociaux à partir du moment où tu dépends des réseaux sociaux, où tu as besoin des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux t'apportent quelque chose qui est complètement chimérique en fait, parce que tu vois, je le vois là ça va encore avec mon Skyblog, quand je communique sur mon propre projet, c'est quelque chose qui vient du cœur et tout, donc c'est ok. Mais quand tu vois qu'un like, ça se transforme pas forcément en un achat de billets. Là, d'un coup, ton rapport, il est un peu différent. Et tu fais genre, bon, en fait, je m'en fous des vues, je m'en fous de... Ce qui compte, c'est qu'il y ait des gens dans la salle, en fait. Et tu essayes de prendre les réseaux sociaux différemment. Tout à l'heure, on en parlait. Le rapport à l'anxiété, etc. Les réseaux sociaux en fait partie. Parce que tu te compares. Je pense que l'anxiété, elle vient aussi parce que tu te compares aux autres artistes, aux autres acteurs en disant « Ouais, mais attends, un tel, il a 200K. Un tel, il a fait genre 2 millions de vues. » Et en fait, tu vois en story. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, tu mets en scène ta vie, comme sur un Skyblog. Exactement la pareil. petite boucle à chaque fois. Internet, hein, de toute façon, ça a juste changé complètement nos modes de fonctionnement. Complètement. Et, mais on peut rester quand même... Il y a un bon côté avec les réseaux sociaux. J'essaye de le voir de plus en plus, surtout depuis que je fais des vidéos. Avant, il y avait un côté tellement vitrine, surtout avec de la comédie musicale où j'étais en... Je cherchais une image sur mes réseaux d'acteurs de comédie musicale / mannequin beau gosse. Enfin, j'ai voulu me créer un truc et en fait, après coup, me rendait pas méga heureux. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos où je sais pas, la réponse des gens était beaucoup plus saine et sincère. Quelqu'un qui rit, c'est beaucoup plus sincère que quelqu'un qui te désire finalement. Et ça m'a plu, ça m'a rendu beaucoup plus heureux. T'arrives à pas tomber dans l'enfer des statistiques? Est-ce que tu regardes les statistiques de tes vidéos ou pas? Ouais. Je regarde les stats quand même. Et des fois, je suis déçu. Alors, j'essaye de l'être beaucoup moins. Mais des fois, je suis déçu si je sors une vidéo, par exemple, en me disant genre, elle, en 24 heures, ça va faire 2 millions, c'est sûr. C'est pas celle-ci qui fonctionne jamais? Et c'est celle qui fonctionne. C'est celle qui fonctionne jamais. C'est celle qui, au bout d'un moment, t'es là genre, mais pourquoi Ok, personne qui la voit. Attends, ok, je la remets. Attends, je vais faire genre un réel d'essai et puis là, tu deviens fou. Tu deviens fou. Mais une fois de plus, je suis bien entouré. J'ai des gens autour de moi qui peuvent me dire genre, non, mais t'inquiète, ça va. Ne t'inquiète pas, tu vas pas perdre de followers. Et si tu perds des followers, c'est pas grave. Oui. C'est pas ça qui va t'empêcher de travailler ou c'est pas ça qui va te faire travailler. Et il y a eu beaucoup ce truc du système de genre, évidemment, si t'as 1 million de personnes qui te suivent, potentiellement, c'est plus intéressant de travailler avec toi. Mais est-ce qu'en même temps, ça fausse pas un peu le rapport aux choses, ça? Complètement. Mais parce que ça nous fout en FOMO à chaque fois que tu vois une soirée où t'es pas invité, une avant-première, tu dis, attends, mais pourquoi ils m'ont proposé celle d'avant, mais est-ce qu'elle était pas moins bien que celle-là où je suis pas invité, genre. Enfin, tu vois, mais c'est des trucs débiles, en fait. Mais je pense sincèrement que ça a toujours existé. Ce rapport-là. Ça a toujours existé depuis les années 60. Enfin, tu vois des images d'archives
ou des vieux films, je te parle de l'époque, genre Bardot et tout, tu vois. Ce rapport-là, il a toujours existé, c'est juste qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde y a accès. Et c'est exacerbé, quoi. C'est genre juste le temps que l'information te vienne. Et ça développe notre anxiété de fou parce que avant tu pouvais passer au travers de certaines choses. Là, tu te réveilles le matin, t'enlèves ton mode avion et tu prends une décharge de trucs comme ça. Des trucs qui peuvent rendre heureux aussi. Après, il y a des moyens. Bah, j'avoue que moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Ah, yes. Je les ai que sur une tablette. Et je fais des pauses, moi. Bah ouais, je décide des moments où j'ai envie que ma vie, elle soit cool. Et j'enlève Instagram. Exactement. Et si tu es bien entouré, surtout, avec des vrais gens, quoi. Oui, ça, les gens de la vraie vie, et puis tu vois des choses parce que genre tu dois profondément décider. C'est con, mais parce que c'est aussi devenu un moyen, je trouve, les réseaux sociaux qui est trop cool, de savoir tout ce qui se passe dans Paris, etc., etc. Et ben en fait, quand tu les as pas, tu dois te dire, ok, j'ai envie de chercher pour de vrai. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour de vrai, et je vais aller chercher pour de vrai. Et quand je vais aller voir quelque chose, je vais aller le voir pour moi, pas pour le mettre sur les réseaux que j'ai vu ça et que c'était trop bien. Et tu vois toutes ces petites étapes qui redeviennent très personnelles et liées vraiment à ton cœur et pas juste à pour le regard du monde, ça va fonctionner. Ouais. Et je pense qu'on en revient, justement. Je pense qu'il y a plein de gens qui font comme toi et qui sont... Et en fait, si on traîne de plus en plus avec des gens qui font comme toi, on va avoir honte d'être sur notre téléphone. Oui. Et moi, je le vois quand je suis, je sais pas, avec ma copine, avec mes beaux-parents, avec ma mère, des gens qui regardent pas leur téléphone, qui sont pas en train de regarder qui a été invité à l'avant-première, au Grand Rex, de machin. En fait, ils s'en foutent. Et donc, du coup, moi, j'ai honte de le faire. Et ça me met face à moi et je me dis, bah ouais, je vais pas le faire en fait. Bah oui, tout simplement. Et je le vois, de mon rapport hebdomadaire. Il est terrible, ça, il fait trop mal. Ça. Ah, il fait hyper mal. Tu regardes les stats, tu fais genre, mais c'est pas vrai. Quand est-ce que j'ai vécu ? Et c'est différent quand tu as un métier artistique dont ta promotion dépend aussi des réseaux sociaux. Bah ouais. Oui, il faut quand même se souvenir aussi que ça en fait partie et qu'il faut pas réussir à dissocier un petit peu. Est-ce que pour toi, l'art, c'est politique ? Est-ce que pour moi, l'art, c'est politique ? Ouais, je pense que l'art, c'est politique. Ça ne veut pas dire que l'art doit être politisé, mais je pense que toute forme d'expression est politique, qu'on le veuille ou non. Même la façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe, la façon dont on parle, les blagues qu'on fait, elles sont politiques. Et il y a une différence entre l'art politique et l'art politisé. Je pense que tout est politique malgré nous. Et même quand tu ne veux pas être politique, ça peut être une forme de politisation, de dire, en fait, je veux parler de rien de ce qui se passe dans le monde. C'est peut-être une manière aussi de dire, moi, ça me va. Ouais. Est-ce que, par contre, du coup, si tu décides de faire ça, il faut le faire en conscience ? C'est-à-dire en sachant que, de se rendre compte que de faire ce choix-là, c'est un choix politique. Est-ce que tu penses, en partant de ce principe-là, que tu peux te permettre de, genre, te mettre des œillères et faire comme si tu savais pas ? Non. Non, tu peux pas. C'est pour ça que quand tu me dis est-ce que l'art est politique, je pourrais te répondre oh non, pas forcément. Si. En fait, parce que en fait, même si tu ne décides de ne pas en parler, tu fais un statement de ne pas en parler. La non-réponse, c'est une réponse. C'est comme un vu. Oui. Tu lâches un vu à quelqu'un, c'est une façon de pas répondre. Oui, c'est une manière C'est une manière de dire genre, m'en fous. Oui. Pour autant, tu peux quand même prendre conscience et admettre que tu prends conscience qu'il se passe des choses dans le monde. Et c'est ton droit de dire, en fait, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans. Tu peux le dire, hein, mais après, il faut en assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences qu'il y ait des gens qui te disent ah ouais, mais en fait, j'ai pas envie. Comment dire, tu peux briser des amitiés et des liens comme ça, des gens qui te disent en fait, t'es tiède. Ouais. T'es tiède. Si t'as pas d'avis là-dessus, tu peux ne pas avoir d'avis sur tel et tel sujet, mais je suis désolé. Moi, j'estime que tu dois avoir un avis sur, je vais rien citer là, mais sur un conflit international, tu dois avoir un avis là-dessus. Si tu n'en as pas, ça veut dire que tu es tiède. Ouais. Et toi, c'est quelque chose qui te touche dans ta manière de vouloir créer, dans ta manière de vouloir être un artiste. Quand même, t'as envie que les données politiques, quel que soit d'ailleurs le sens de politique, parce que politique, comme tu l'as dit, ça peut être un conflit international, comme ça peut être une vision sur des inégalités, comme ça peut être... Enfin, en fait, ça touche à énormément de choses, puisque la politique, en fait, c'est la vie de la cité, c'est la vie du monde. Est-ce que cette chose-là, quoi qu'il arrive, toi, ça compte dans ta manière de créer ? Tu veux que ce soit là ? Ou est-ce que ça t'arrive de te dire, non, là, je veux juste faire du divertissement ? Sans du coup se mettre des œillères, en ayant conscience, mais parce que
comment expliquer cette réflexion. Non, mais je crois que je vois où tu veux en venir. Et je pense qu'on peut ne pas décorréler le fait de faire du divertissement tout en disant, genre, avec la notion étymologique de la politique, que ça va changer la société. Même si tu fais du divertissement, tu peux prendre conscience que ça va changer quelque part la vie de la société. C'est une manière de le faire. C'est une manière que certains vont juger lâche parce qu'elle n'est pas engagée, mais quelque part, à partir du moment où tu as conscience que ce que tu fais va changer la société, les mœurs, les inégalités qu'on peut voir tous les jours, quelque part, c'est un acte politique. Il est juste différent d'un acte revendiqué et hyper médiatisé. Moi, je respecte tout. À partir du moment où les gens ont conscience de ce qu'ils font. Ce que j'adore, moi, dans l'art, c'est quand il y a des inceptions. Tu peux penser quand il y a un sujet qui peut paraître comme complètement anodin, et en fait, si tu es un petit peu sensible, si tu regardes bien, il y a toujours une seconde, une troisième couche, et en fait, il y a une double lecture à tout. Même, tu vois, tu prends... un exemple très mainstream, c'est Le Seigneur des Anneaux, où on te parle d'écologie, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, bon, attends, c'est surtout les hobbits qui vont au Mordor détruire l'anneau, quoi. Regarde bien tout ce qu'il y a, tous les personnages féminins, le rapport, oui, mais c'est un peu... c'est pas très féministe. Regarde la troisième, la quatrième lecture, par exemple, tu vois, et il y a des... il y a beaucoup d'œuvres de la culture populaire qui, en fait, sont beaucoup moins fades que ce qu'on pense. Ouais. Tout à fait. On aurait envie de continuer à en parler, c'est très frustrant. Est-ce que, avant de finir, tu as un conseil? Si tu devais donner un conseil à des jeunes, quand je dis jeune, c'est pas quelqu'un qui a 18 ans, c'est quelqu'un qui se lance en tant qu'artiste. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Est-ce que j'ai un conseil à donner? Si j'avais un conseil à donner, c'est un peu bateau de dire faites les choses avec le cœur et n'ayez pas peur de prendre le temps d'apprendre. Parce que même moi, sur plein de choses, j'ai voulu faire les choses très rapidement. Et en fait, je suis content aujourd'hui de le faire qu'aujourd'hui, entre guillemets, mon seul en scène. Ouais. Mais parce que en réalité, je m'étais dit genre putain, si je l'avais fait à 25 ans, ça aurait pris une autre tournure pour ma carrière peut-être. Et en fait, à 25 ans, j'avais rien à raconter. Là, j'ai trouvé des choses à raconter et je suis content d'avoir pris le temps de vivre des choses. Donc, quand on est artiste, on doit exprimer des choses. On doit avoir des choses à raconter. N'ayez pas peur de vivre des choses, d'attendre de vivre des choses. Et si vous avez quelque chose que vous avez envie de raconter, racontez-le d'une quelconque manière. Très bien, très très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à tous de nous écouter, de nous suivre, etc. Si ça vous plaît, le petit blabla obligatoire de nos jours, n'hésitez pas à partager, à en parler, à vous abonner, surtout sur YouTube. Parce que c'est mieux pour nous. Voilà. Merci beaucoup à Donna qui nous aide exceptionnellement aujourd'hui et qui nous fait des images. Merci à Manon Vercade qui m'aide pour toute la DA du podcast et sans qui j'aurais pas eu la force de faire ce projet. Merci à Hugo de Saint-Gilles qui fait le mix. Merci à toi Alexis d'être venu. Et voilà, merci à tous. Bisous et bonne vie. Merci beaucoup. Hyper chouette.